Oui, mesdames, messieurs les députés, le 29 janvier, quand je vais signer la première des plus de 100 circulaires d'accompagnement que la FSPF a envoyées aux pharmaciens pendant l'état d'urgence sanitaire, le réseau officinal, l'état du réseau officinal, c'est qu'il reste 21 300 officines de pharmacie sur le territoire, sur lesquelles travaillent 120 000 professionnels de santé, 60 000 pharmaciens, 60 000 préparateurs en pharmacie. Les préparateurs en pharmacie seront les grands oubliés de l'ensemble des dispositifs soignants. Il faudra qu'on interpelle le gouvernement à chaque fois pour rajouter les préparateurs en pharmacie dans les dispositifs soignants, ce qui a été un problème pendant la période. Je dis il reste parce que nous avons subi 15 lois de finances de sécurité sociale successives qui ont fragilisé le réseau officinal et qui ont généré la disparition de 2000 officines de proximité. Le 12 février, nous avons une invitation d'Agnès Buzyn à participer à une réunion de mobilisation de l'ensemble des acteurs de santé pour la lutte contre le coronavirus. Cette réunion aura lieu le 18 et c'est Olivier Véran qui la présidera. Ce jour-là, les deux organisations que nous représentons et notre ordre professionnel sont présents. Donc la profession de pharmacien, c'est utile de dire que la profession de pharmacien est très structurée autour de ces trois organisations. Nous nous sommes parlé tous les jours en conférence téléphonique pendant la période, les trois organisations, pour organiser le réseau et pour donner des messages coordonnés. Nous allons ce jour-là faire œuvre de service et nous porter volontaires pour assurer la distribution des masques du stock État, des protections individuelles aux soignants de ville. Donc c'est le 18 février. Le 11 mars, nous allons expliquer tout ça aux pharmaciens lors d'une webconférence à laquelle participera le ministre de la Santé et où l'ensemble des pharmaciens vont nous voir donc en vidéo pour savoir ça. Le réseau officinal s'est adapté, est resté ouvert pendant toute la période. Nous avons été les premiers à mettre en place donc, ces fameuses plexiglas, ces sens de circulation, donc à organiser les officines en sorte de bunkers pour accueillir la population. Et nous allons donc pouvoir assumer nos fonctions pendant l'ensemble de la période. Au chapitre des choses qui ont marché, effectivement, il y a ces dispositifs réglementaires qui paraissaient au journal officiel à peu près tous les jours en dispositifs exceptionnels, et notamment sur la délivrance des médicaments aux patients chroniques. Les études EPIPHAR que vous avez étudiées en commission à plusieurs reprises montrent l'état de la distribution des médicaments, et s'il y a lieu de s'inquiéter sur les initiations de traitement avec des gens qui ne sont pas allés chez le médecin pour les initiations de traitement, en revanche, pour les patients chroniques stabilisés, en effet, il n'y a pas eu d'interruption de traitement. La pharmacie d'officine a fait le travail à la fois de dispenser les médicaments et de les porter à domicile pour les gens qui ne pouvaient pas assumer la dispensation. Nous avons également joué notre rôle de gardien des poisons sur l'ensemble des dispositifs qui ont été successifs, qui ont été mis en place, tant paracétamol et ibuprofène effectivement, que hydroxychloroquine, nicotine, Caletra, azithromycine, etc. dont nous avons assumé notre rôle de gardien des poisons pour faire respecter les consignes des autorités de santé dans le pays. Au chapitre des choses qui n'ont pas marché, effectivement, il y a la gestion des masques. D'abord, un trop grand retard à assumer, au plus haut niveau, à assumer le fait qu'il n'y avait pas de stock. Parce qu'en fait, ça, c'est un problème de changement de doctrine. La doctrine est liée au stock. Quand on n'a pas de stock, on est obligé de faire de la gestion de crise et de la priorisation de la distribution des masques. Si on l'avait su, on aurait fait différemment et on aurait expliqué différemment les choses et on aurait dû les assumer. Donc, le retard à assumer ce truc-là a été un problème. À partir du moment où on a assumé ça et qu'on a su qu'on était en gestion de crise, et en gestion de pénurie, nous avons assumé la pénurie, la priorisation, le tri, comme on doit le faire quand il n'y a pas d'autre solution que celle-là. Un autre souci, malgré ça, a été la coordination entre la tête, la responsabilité des décisions et les opérateurs que nous étions pharmaciens d'officine. Nous n'avons jamais su à qui nous adresser pour obtenir des modifications de gestion du système. Est-ce que c'était au Corus? Est-ce que c'était à Santé publique France?
Est-ce que c'était aux différentes cellules de crise? Est-ce que c'était à la DGOS, à la DGS, au cabinet de la ministre de la Santé, au cabinet du Premier ministre? J'ai fini par interpeller le président de la République à la télé pour qu'on arrive à avoir des réponses. On avait deux problèmes. Le premier a été il y avait des officines qui avaient trop de masques et des officines qui n'avaient pas de masques. Donc l'attribution des masques a été gérée sans nous demander notre avis sur le sujet. Et ça, c'était le premier problème. Le deuxième problème a été la traçabilité. Nous n'avons pas été capables de mettre en place un système de traçabilité et nous ne sommes toujours pas capables de le faire. Alors que l'assurance maladie avait un système prêt. Mais il n'y avait pas eu de décision. Même Nicolas Revel n'a pas réussi à obtenir d'avoir un accord réglementaire pour mettre en place un système de traçabilité national. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous ne savons pas combien il y a de masques du stock État réellement dans le circuit officinal et chez les grossistes répartiteurs pour gérer la suite des opérations. Je terminerai par 3 recommandations. La première, c'est pour affronter une crise, il faut un stock de protection, un stock stratégique et un stock tactique, c'est-à-dire un stock au plus près du terrain, chez l'ensemble des médecins, dans l'ensemble des officines, chez l'ensemble des acteurs de santé dans les entreprises. Les deux, ce n'est pas un choix, il faut un stock stratégique et un stock tactique. Et il faut qu'il soit géré, afin qu'il n'y ait pas de péremption et qu'il soit géré dans le temps, parce que l'épidémie, peut-être, il y en aura dans 5 ans ou dans 10 ans. Première recommandation. La deuxième, il faut que les acteurs de terrain connaissent physiquement les responsables des crises pour pouvoir qu'il y ait un lien entre les opérateurs. Donc si c'est Santé publique France, super. Si c'est quelqu'un d'autre, super aussi, mais dites-le nous. Qu'on puisse savoir avec qui dialoguer, que ce soit en région ou par profession. Les régions ont eu des réponses extraordinaires. En Grand Est, en Île-de-France, en PACA, ils ont eu des réponses. Mais elles n'étaient pas coordonnées. Nous n'arrivions pas à savoir au national qu'est-ce qui se passait en région. Et dernier lieu, et en dernier point, et je terminerai là-dessus, faites attention à la santé économique des officines de proximité. Parce qu'il reste 21 000 officines. Si vous suivez le rapport de la Cour des comptes, il en restera 10 000 dans quelques années. Et avec 10 000 officines, vous n'aurez pas les établissements de santé prépositionnés pour faire face aux crises sanitaires de l'avenir. Pour cette première question, on va se répartir les premières paroles, les premières prises de parole, comme ça ce sera fluide. Sur votre première question, nous n'avons jamais été sollicités par Santé publique France. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas eu de contact avec les autorités de santé. Ce qui a très bien fonctionné, c'est les rapports avec l'assurance maladie. C'est l'assurance maladie qui, en fait, du fait de la gestion des conventions, a une gestion quotidienne. Nous avons eu 2 ou 3 réunions téléphoniques par semaine avec les services de l'assurance maladie pendant la période. Et ils essayaient de nous mettre en contact avec le reste de l'appareil d'État. Mais jamais Santé publique France n'est venu vers nous pour essayer d'organiser ça. Donc je pense, après, c'est ma lecture, que la gestion de l'agence Santé publique France, qui fait suite donc à la fusion de l'EPRUS avec les autres agences, était trop balbutiante en fait. L'outil était trop neuf. Il n'avait jamais eu à affronter le terrain et donc n'avait pas l'expérience de crise, donc ne savait pas comment faire. Donc forcément, il faut en tirer les conséquences. Je valide complètement ce qui avait été dit sur la création de cette agence Santé publique France qui regroupe l'ensemble de ces agences, mais en revanche, il faut qu'elle se remette en question et qu'elle avance maintenant pour prendre en considération pour l'avenir ce qui a dysfonctionné. Donc pas de lien avec Santé publique France. Donc nos grossistes répartiteurs et nos établissements pharmaceutiques, eux, ont eu des rapports d'organisation, mais ils avaient beaucoup de mal. On avait des livraisons qui arrivaient, on ne savait pas quand, et on ne savait pas quoi. On n'a jamais été capable de déterminer quels étaient les états des dotations. Il y a eu 19 livraisons, 19 opérations de livraison pendant la période. On n'a jamais été capable de savoir combien il y en avait. Maintenant, au rebours, on le savait quand ça arrivait chez les grossistes parce qu'ils les comptaient. Donc ils nous le disaient. Ils nous disaient, voilà, cette fois-ci, on en a reçu 10 millions, on en a reçu 40 millions, on en a reçu 27 millions, dont 2 millions de FFP2, dont des masques pédiatriques pour enfants. Mais c'est quand ils arrivaient dans les établissements que nos établissements les comptaient pour nous dire combien on allait en avoir. Voilà. Donc ça, c'est un fonctionnement qui ne peut pas perdurer dans le temps et qui doit être modifié. Sur votre deuxième question,
on a renvoyé, nous, les gens chez les médecins, on a essayé de lier ce parcours de soins. Et c'est très clair dans l'étude des BIFAR, il y a vraiment un distinguo qui est fait entre les instaurations de traitement et les changements de posologie versus la continuité des soins sur des patients stabilisés. C'est de cela dont nous nous sommes occupés. La continuation des patients stabilisés, elle a été garantie. D'une part, la première semaine, juste avant le confinement, par un afflux dans les officines des malades qui ont fait le stock pour pouvoir affronter un temps d'épidémie. Et d'autre part, nous avons effectivement téléphoné, mis en place des systèmes de livraison pour vérifier que nos patients sous traitement avaient la continuité des soins. Donc oui, sur la continuité des soins des patients stabilisés, nous avons rendu compte aux médecins généralistes de ça. Mais la problématique, c'était vraiment les nouveaux patients, les traitements d'urgence. Vous avez vu l'écroulement des antibiotiques, l'écroulement de tout ça. Donc il y a eu un problème. Ils ont raison. Les deux choses sont vraies. Il y a eu un problème d'accès aux soins vers la médecine générale pour toute une catégorie de patients. Mais en revanche, les patients stabilisés, eux, nous nous en sommes occupés. Alors, si vous permettez, le rapporteur. Votre micro. Merci beaucoup. D'abord, permettez-moi de vous remercier pour votre action. Je crois qu'il est important que la représentation nationale salue l'engagement qui a été le vôtre et le rôle qui a été joué. Sachez qu'en ce qui nous concerne, ce qui me concerne en tout cas, nous sommes profondément convaincus de la nécessité de continuer à bénéficier. Vous nous avez alerté sur les menaces qui pèsent sur la profession, sur ce maillage territorial qui est extrêmement important en termes de santé publique pour notre pays. Et il ne faudrait pas que l'on connaisse ce que l'on rencontre dans beaucoup de territoires sur la médecine de ville et que cela se transforme maintenant dans la même problématique pour vous. Donc, de façon générale, comptez sur notre vigilance et notre reconnaissance. Quelques questions, mais vous les avez déjà beaucoup abordées. Peut-être une question générale sur ces difficultés, d'ailleurs, quelles ont été les incidences en termes économiques sur l'activité de vos officines et comment aujourd'hui les difficultés, parce que je crois qu'il y a une baisse du chiffre d'affaires qui a été constatée, peuvent être surmontées. J'ai des interrogations, mais encore une fois, vous les avez largement abordées, notamment sur les masques. Certains de vos confrères ont été sanctionnés, poursuivis même au pénal, jugés avec de très lourdes condamnations. J'ai des exemples dans ma ville. Au début, parce qu'ils vendaient des masques. Il y a eu un débat. Est-ce que c'était une interdiction totale? Est-ce que ça relevait d'une interdiction de l'ordre? Est-ce que vous pouvez clarifier un peu ce point et comment vous l'avez vécu? Vous avez rappelé votre étonnement, votre surprise de voir qu'au bout d'un certain temps, les grandes surfaces annonçaient la vente de masques alors que ce n'était pas prévu pour les officines pharmaceutiques. Donc, comment vous avez géré cette situation? Quelles ont été les instructions et quel était l'état de vos stocks avant la crise aussi? Est-ce que vous auriez pu fournir beaucoup plus de masques? Est-ce que vous-même, vous aviez la capacité de vous fournir auprès de vos fournisseurs habituels, puisque il m'a été rapporté en disant mais nous on pourrait avoir des masques, mais on nous interdit parce qu'il faut passer par le réseau d'État. Enfin, ça c'était pour la distribution des masques d'État. Mais est-ce que vous conserviez une capacité à acquérir auprès de vos fournisseurs habituels des masques? Quelle a été votre relation avec Géodis, opérateur de Santé publique France dans la logistique de distribution? Là encore, vous l'avez largement abordé. Et puis enfin, peut-être une question sur les TROD, comment ces dispositifs d'analyse rapide se mettent en place, et quel est votre regard sur les forces et les faiblesses de cette technique? Alors, merci, monsieur le rapporteur. Donc, très rapidement... Alors,
Sur l'économie, donc comme il vient d'être dit, oui, effectivement, l'économie officinale a souffert pendant la période, mais il faut relativiser. L'ensemble des entreprises françaises ont souffert. Certaines, beaucoup étaient fermées. De nombreux confrères à nous, dentistes, kinés, ont complètement arrêté leur activité. Moi, j'ai plus de problèmes avec le passé, les 15 PLFSS qui ont été votés et qui ont fragilisé le réseau, qu'avec la période épidémique où finalement, en termes économiques, la pharmacie a pu maintenir le choc. Et nous avons en plus été, ainsi que les soignants de ville, accompagnés par l'assurance maladie dans un dispositif particulier qui permet de mettre en place une aide pour pallier aux baisses d'activité. Donc là-dessus, sur l'économie, il faut s'intéresser sur la tendance lourde, mais en ce qui concerne la gestion de l'épidémie elle-même, sur l'économie de l'officine, elle a été correctement prise en charge de notre point de vue. Ce qui n'est pas le cas sur la tendance lourde, comme je l'ai dit déjà à plusieurs reprises. Pour reprendre précisément sur les masques et sur la différence de perception et de réalité entre les doctrines et le réglementaire qui pose des problématiques juridiques maintenant. Il y a eu effectivement 2 décrets et il y a un temps à voir. Et il faut voir aussi, il faut comprendre qu'il y a un temps entre le moment où le décret arrive et le moment où il est possible de l'appliquer, tout simplement à cause des commandes et du temps de livraison qui est incompressible. Ce qui d'ailleurs devra nous réinterroger pour la suite sur l'importance du stock stratégique et du stock tactique dont j'ai parlé tout à l'heure. Parce que ce temps est incompressible. Donc le 3 mars, l'État réquisitionne les masques dans l'ensemble des particuliers professionnels en France. Donc le 3 mars, l'État réquisition générale. Pour répondre, monsieur le rapporteur, à votre interrogation, l'état du stock avant le 3 mars dans les officines est petit. Parce que jamais l'usage du masque était faible en France avant cette épidémie de Covid. Et donc l'état du stock en officine était petit. Et de façon générale, nous vendions des masques, qui n'étaient pas un produit remboursable, généralement aux parents qui étaient malades quand ils avaient des bébés, pour éviter de faire une propagation d'épidémie à l'intérieur de la famille. Mais sinon, peu de ventes de masques en officine. Il faut être donc peu d'état de stock. Le 3 mars, nous sommes réquisitionnés. Ça veut dire que le 4 mars, il n'y a plus de masques dans les officines, 0. Ils sont tous réquisitionnés. Il n'y en a plus. D'accord ? Le 23 mars, le décret, on s'aperçoit de l'absurdité d'empêcher les opérateurs privés d'acquérir des masques. Et donc, le décret est modifié et l'État autorise les opérateurs privés à acquérir des masques. J'ai comparé ça à une flotte corsaire, en fait. Il y avait l'État qui avait ses propres acheteurs publics et qui achetait des masques pour le compte de la population. Et il y avait l'ensemble des entreprises qui avaient elles-mêmes le droit d'acheter des masques avec une limite de mémoire à 3 millions, mais peut-être c'était 5, merci Guillaume, voilà, c'était 5, voilà. C'était 5 millions de masques par opérateur. Donc le 23 mars, moi je vais dire aux acheteurs du réseau officinal, les grossistes répartiteurs et les groupements de pharmaciens, il faut acheter des masques. Et ils l'ont fait. Mais il faut un mois. Entre le moment où on peut de nouveau acheter des masques et le moment où on les a. Et donc il était important de se référer de ce point de vue-là à la doctrine pour dire de priorisation pour les soignants qui sont en première ligne et ensuite pour les patients fragiles dans un deuxième temps, avant la population générale. Non pas à cause du droit, mais parce que nous n'en avions pas. Tout simplement. Parce qu'entre le 23 mars et donc un mois plus tard, nous n'avions pas de stock de masques. J'ai écrit aux officines le 17 avril pour leur dire d'acheter des masques eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai respecté le temps nécessaire pour que les opérateurs, les groupements et les grossistes puissent s'approvisionner eux-mêmes,
Et donc, j'ai dit aux pharmaciens, maintenant, il faut que vous achetiez, vous, dans la perspective du déconfinement, pour que vous ayez des stocks de masques vous-même à vendre. Et là aussi, il y a eu une incompréhension complète, c'est normal, parce que c'était un peu complexe cette affaire. Il y a vraiment deux circuits. Il y a un circuit, et d'ailleurs vous le voyez dans le débat public aujourd'hui, il y a un débat public qui tourne autour de la prise en charge. Qui a le droit à avoir des masques pris en charge par la collectivité, et comment est organisée cette prise en charge? Est-ce que c'est l'État qui achète et qui distribue, c'est ce qui a été décidé aujourd'hui, ou est-ce que c'est le grand public qui achète, ou les professionnels qui achètent eux-mêmes leurs masques, et qui sont aidés ou pas par une aide. Donc ça a été une incompréhension forte, et là actuellement, pour vous citer le cas d'une officine, la mienne, vous voyez, j'ai regardé l'état de mes stocks avant de venir vous voir. Dans mon officine, j'ai à peu près 2000 masques qui m'appartiennent, que j'ai achetés et que je peux vendre. Et j'ai aussi 2000 masques du stock État que je distribue aux soignants de ville et à la population fragile sur ordonnance médicale actuellement. Donc j'ai bien deux stocks, le mien et celui de l'État que je distribue. Voilà. Et ça a été très complexe à faire comprendre à la population. La question de vendre des masques, nous n'en avions pas. La question de les distribuer, nous faisions ce que l'État nous disait de faire. Et c'est lui qui nous donnait les ordres. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête. Et 3 mars, 23 mars, voilà. Géodis, ils ont fait une seule opération. La première opération de masque, une fois qu'on accepte, donc que Olivier Véran accepte notre proposition de distribuer les masques aux soignants de ville, nous allons avoir une première stock d'amorce qui est fait par les grossistes répartiteurs. C'est 10 millions de masques qui nous sont envoyés par les grossistes répartiteurs. Et c'est donc le 3 mars, c'est ce qu'a dit Gilles Bonnefond tout à l'heure. Ensuite, c'est Géodis qui va faire la deuxième livraison. Elle sera calamiteuse. Et elle arrive le 18 mars. Voilà. Ce sera la seule que fera Géodis. Parce qu'après, on reprendra, l'État rechoisira Santé publique France probablement. Je n'ai jamais eu, comme je l'ai dit déjà, de rapport avec Santé publique France. Donc, j'imagine que c'est Santé publique France qui a décidé de refaire confiance aux grossistes répartiteurs, et ce sont les grossistes répartiteurs qui vont faire les 16 autres ou 17 autres opérations masques avec des livraisons hebdomadaires de masques dans les officines. Donc Géodis, c'est une fois. Sur les TROD, les TROD et la réalisation des TROD en officine s'appuie sur la recommandation de la Haute Autorité de Santé et sur un arrêté qui est paru le week-end du 14 juillet, le samedi matin, autorisant de façon, je dirais, sèche les officines à réaliser ces TROD. Il manque une doctrine, un accompagnement, un positionnement dans le parcours de soins de ces TROD. Il nous manque de l'information sur l'intérêt de la sérologie elle-même dans la lutte contre l'épidémie. Il est très clair, et le ministre l'a dit à plusieurs reprises, que le dépistage de la maladie se faisait par test PCR et donc par analyse de la virémie. Le sujet de la sérologie, qu'il soit en laboratoire ou en officine, est un sujet qui embarque l'utilité pour le médecin de connaître le fait que son patient a développé des anticorps, mais qu'est-ce que ça lui dit au médecin? Est-ce que ça lui dit, est-ce que ça confère une immunité? On n'en sait rien. La HAS ne le dit pas. Voilà. Est-ce que ça confère le fait qu'il n'y ait pas contaminant? Pas plus. Donc on n'en sait rien non plus. Voilà. Donc effectivement, ce TROD, actuellement, a une place pour les patients qui veulent connaître leur histoire.
c'est-à-dire il a une place documentaire. Le patient qui veut connaître son histoire, comme la patiente qui est venue me voir, elle avait eu un syndrome grippal au mois de mars. Et je dois vous dire que moi-même, je l'ai fait, parce que moi aussi, j'ai eu un syndrome grippal au mois de mars, et je voulais savoir si j'avais été infecté ou pas. Voilà, moi, je n'ai pas eu voilà, d'anticorps. Mais c'est à titre documentaire, et ça n'a pas vraiment une place, pour l'instant, dans la stratégie diagnostique et dans la stratégie de santé, dans le parcours. Donc il faut que les autorités... Enfin, moi, j'attends des autorités de santé des compléments d'information par rapport à la place du TROD. Il a une place réelle en épidémiologie, la HAS le dit, mais à ce moment-là, il faut qu'on remonte les informations, comme l'a dit Gilles Bonnefond, soit dans un opérateur privé, comme il l'a dit, soit un opérateur public, mais ça s'organise, ça. Il faut qu'on nous dise comment et à qui donner le résultat du TROD, et quelle est la place dans le parcours. Voilà. Si c'est une simple place documentaire, ce n'est pas ce que dit la HAS. La HAS, elle est précise. Elle dit la sérologie en TROD, ça a un intérêt épidémiologique et ça a un intérêt dans le cas où les laboratoires sont surchargés, et ça a un intérêt pour les soignants, pour qu'ils puissent connaître leur histoire, justement, de maladie. Voilà. Je résume. La fédération est favorable au fait que les pharmaciens puissent faire des tests rapides d'orientation diagnostique, mais en revanche, et j'en suis à ma 4e interpellation, là pour le coup du cabinet du ministre, non, nous avons un ministre, du ministre, pour savoir quelle est la place de ce TROD dans le parcours de soins. Nous avons besoin d'un peu plus que de cet arrêté qui nous donne l'autorisation. J'ajoute que nous ne sommes pas seuls dans l'affaire, parce qu'on parle que des pharmaciens, mais les médecins généralistes aussi ont le droit, par le même arrêté, de pratiquer ces TROD. Ça embarque également la problématique du coût. Est-ce que le prix, est-ce que c'est un prix libre? Est-ce qu'il y a une prise en charge? Voilà. Donc tout ça sont des questions que nous avons posées dès le samedi de la parution de l'arrêté, globalement en disant, vous ne pouvez pas nous laisser comme ça. Vous ne pouvez pas nous laisser avec un arrêté nous donnant le droit de faire, sans nous dire qu'est-ce qu'on doit faire du résultat. Donc nous en sommes là, et nous avons cette interrogation, donc je vous la relaye, parce que si vous connaissez des ministres, vous pouvez peut-être leur en parler. Ce serait bien que nous sachions quoi faire du résultat des TROD que nous faisons en officine. Merci beaucoup. Je vous demanderai juste de couper votre micro, s'il vous plaît. Pardon. On a pour éviter les mots de tête. Allez, on y va. Je vais essayer d'être synthétique, et puis après, voilà. Alors, tu veux qu'on coupe en deux? Ouais, allez, d'accord. Je prends la première page, je te laisse la deuxième page. On intervertira s'il y a des choses à voir. Alors, sur les masques FFP2, les dotations ont été petites. Elles ont été réparties. Donc, comme je vous l'ai dit, nous n'avons jamais été associés à la répartition des masques dans les officines. Donc, nous n'en savions rien. Les masques FFP2, effectivement, les dotations étaient très, très faibles. Nous avions, pour vous donner des ordres d'idées, quand on a eu les dotations maximales de masques, c'était 40 millions par semaine et en gros 1 million de FFP2, voilà, répartis. Et nous avons eu une seule fois des masques pédiatriques. Donc les masques FFP2, nous n'avons pas de clé de répartition. C'est une des problématiques, on n'a pas été associé à ça, et je pense que ça aurait été mieux géré si on avait été associé à ça. En ce qui concerne l'aide à domicile, en fait, il y a deux sortes d'aide à domicile, en fait. Il y a les aides à domicile qui ont des employeurs publics, les mairies, les collectivités publiques, et il y a les employeurs eux-mêmes qui ont recours à des aides à domicile par le biais de chèques emploi-service, enfin voilà. Donc ça, nous avons eu pendant... Donc, ça a été très changeant de semaine en semaine, hein. Mais nous avons eu pendant une semaine ou deux à nous occuper également de fournir l'ensemble des aides à domicile, que ce soit des collectivités territoriales ou des acteurs privés. Bon.
Nous l'avons fait pendant une semaine ou deux, donc nous avons été en contact avec les mairies pour ça. Les maires nous appelaient, donc ça s'est très bien passé. En fait, ça pour le coup, ça a marché. En fait, voilà. Mais nous n'avions pas de masques en quantité suffisante, donc assez rapidement. Et puis en plus, c'était mieux quand même. La collectivité municipale est suffisante pour s'occuper d'elle-même. Elle n'avait pas vraiment besoin de l'officine pour ça. Et donc, assez rapidement, nous ne nous sommes plus occupés que des employeurs privés. Donc, nous nous occupions de la distribution au bout de 15 jours, uniquement des aides à domicile des employeurs privés, les communes ayant leur propre circuit d'approvisionnement. Un mot bien sûr, vous avez évidemment raison sur la différence entre la sérologie qualitative et quantitative. En ce qui concerne le tarif, à la différence de la biologie, chez nous, il n'y a pas d'acte coté. C'est une des problématiques d'interpellation du gouvernement que j'ai souligné tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de tarif de remboursement du tout, ni de prix. Le prix est libre, il n'y a rien du tout. Et c'est ça qui pose problématique. Mais sinon, après, vous avez raison. Et bon, j'y reviendrai sur une question trop. Est-ce que nous avons été associés à une réflexion sur l'avenir du stock stratégique et du stock tactique? Eh bien, oui, hier. Donc, voilà. Sinon, j'aurais pu dire non, mais en fait, oui, hier. Voilà. Donc, hier, j'ai eu effectivement un contact avec la directrice générale de l'Organisation des soins, puisque se pose la question de savoir comment va être organisée la réflexion sur le stock stratégique et tactique. Donc je lui ai fait part de mon indignation sur le fait que nous n'ayons justement jamais été en contact avec Santé publique France auparavant sur la gestion des masques, et qu'il serait peut-être temps de nous associer à la réflexion. Et que, en fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, et de façon... ça se comprend, mais il suffit de l'expliquer, mais ça se comprend. Au moment où on fait un décret et où on passe les approvisionnements, effectivement, on a une période de 3 semaines avant d'avoir les stocks. Mais de la même manière, quand on interrompt la distribution, eh bien, il reste des stocks à l'intérieur du tuyau, en fait. Il reste des stocks à l'intérieur du tuyau. Donc, ce que je disais, c'est que, à mon sens, entre la distribution, entre les stockages chez CSP, le stockage chez les grossistes répartiteurs et ce qui reste en stock dans les officines, nous avons le stock d'amorce pour fournir les professionnels libéraux de ville d'une quantité de stock tactique, du stock tactique, en fait. À mon avis, on a cette capacité en stock pour dire, voilà, maintenant on passe à un système différent. Avec un stock tactique, on vous donne le premier et vous allez être chargé de le faire vivre tout le temps. Et ensuite, nous, on s'occupe du stock stratégique. Vous voyez, il faut effectivement, à mon sens, environ 3 semaines, 1 mois de stock tactique prépositionné dans les entreprises chez les professionnels de santé. Il doit falloir 1 mois de stock stratégique, toujours, lui aussi toujours vivant. Et ainsi, on a 2 mois, et dans ces 2 mois, on est capable d'organiser la filière et le sourcing de réapprovisionnement voilà, pour essayer de répondre assez précisément à votre question. Sur les questions de pénurie de médicaments. La question de pénurie de médicaments, nous avons fait de multiples comités rupture avec... et encore, c'est la dernière réunion physique d'ailleurs que nous avons eue avec le ministère de la Santé, ça devait être le 3 ou 4 mars, sur justement les ruptures de médicaments. On n'a pas eu de rupture spécifique pendant la crise épidémique de stock de médicaments. Il n'y a pas eu de rupture spécifique au Covid. On a eu une crainte sur le paracétamol à un moment, voilà. Mais ce n'est pas pour ça qu'il y a ces ruptures. Il y a par exemple une rupture de stock sur les sartans qui date d'un problème industriel quelque part dans une usine en Chine il y a quelque temps, ce qui fait que nous avons encore des ruptures de stock sur les sartans. Le sujet est complexe, il est traité, mais effectivement, il embarque probablement une réflexion stratégique sur le repositionnement en Europe ou en France d'une industrie du médicament capable de produire des médicaments. Voilà. Donc, quant à la quantité de trottes vendues, alors d'abord, ce n'est pas des trottes, c'est des actes que nous faisons.
Hein. On ne vend pas de tests. Ce sont des actes que nous faisons en... Voilà. Donc la quantité, elle est difficile à estimer. Donc en faisant quelque chose de la hache, en disant que, on va dire que... Gilles, tu me corrigeras, mais je vais me lancer. On va dire que la moitié du réseau on fait 10 000. Que je vais prendre mon officine comme exemple. Une dizaine par semaine. Voilà. Donc 10 000 x 10, 100 000 par semaine. Environ 100 000 à 200 000 tests ont dû être faits en officine. Voilà. Mais ça serait quand même intéressant que cette donnée, avec 200 000, ça commence à faire quand même... c'est quand même intéressant en termes de données statistiques, qu'elle soit remontée. Et donc il n'y a pas, et je vous confirme qu'il n'y a pas, en tout cas au niveau national, géré soit peut-être par Santé publique France d'ailleurs, j'en sais rien, ou par la CNAM, si jamais il y avait une notion de remboursement, il pourrait y avoir une étude faite sur le sujet. Mais à part des études privées, il n'y a pas d'études publiques là-dessus. Est-ce que nous avons été associés au comité scientifique de la défense et quel est notre interlocuteur? Non. Nous n'avons jamais été associés au comité scientifique ou au comité de défense. Nos interlocuteurs sont le cabinet du ministre, les directeurs, comme je l'ai dit, le directeur général de l'organisation des soins, le directeur général de la santé, son adjoint, voilà. Mais notre acteur du quotidien, notre référent, c'est le directeur de l'assurance maladie. Donc là, actuellement, on est orphelin, mais notre référent, c'est le directeur de l'assurance maladie parce que c'est lui qui organise le système conventionnel et c'est lui qui est en rapport avec les professionnels de santé de ville. Charge à lui, généralement, de nous ouvrir les portes dans le système de santé en général. Voilà. Mais notre interlocuteur du quotidien, c'est le directeur de l'assurance maladie. Donc quand on a un problème, généralement, on appelle et il nous dit, chaque fois, il nous dit, c'est pas moi. On lui dit, on sait, mais c'est quand même vous qui allez nous dire à quelle porte il faut frapper. Bon, peut-être faudrait-il qu'on participe à ce genre d'instance, mais on ne peut pas être partout non plus. Donc les trois de les stats, j'ai compris. Les ARS, et après je te laisse la parole Gilles pour les 12 questions suivantes. Les ARS, oui, les pharmaciens ont bien sûr des contacts avec les ARS au niveau régional via nos organismes locaux qui sont les unions régionales de professionnels de santé. Donc il y a eu des travaux, mais nous au niveau national, non. Nous, nos interlocuteurs sont des interlocuteurs nationaux. Voilà. Mais nous avons donc des présidents du RPS en local, et nos présidents du RPS en local ont beaucoup travaillé avec les directeurs d'ARS et ont beaucoup œuvré sur le terrain pour mettre en place des systèmes, des dispositifs sur le terrain. Donc oui, les ARS sont utiles. Alors, elles sont à la fois, c'est contradictoire ce que je vais vous dire, c'est qu'elles sont à la fois très utiles et un problème. Sur l'histoire de la traçabilité, pour que vous donner un exemple précis, sur l'histoire de la traçabilité, on n'a pas été capable au national, ni nous, ni l'assurance maladie, d'imposer, enfin de trouver la bonne personne au niveau de Santé publique France, bref, le groupe qui gérait pour organiser un système de traçabilité des masques. Pourtant, l'assurance maladie l'avait bâti sur Amélie, avait bâti un système d'information qui nous permettait de faire une traçabilité nationale. On n'a pas été capable de l'imposer, ou en tout cas Donc, cette situation de défaillance, la nature a horreur du vide. En local, les ARS et les URPS ont créé des dispositifs parfaitement pertinents. En Grand Est, ça s'appelait Distrimasque. À Paris, ça s'appelait Mon Pharmacien Île-de-France. En PACA, ça s'appelait GoMasque. Donc, ils ont créé des dispositifs régionaux de traçabilité. Alors, on ne pouvait rien en faire, parce qu'ils n'étaient pas interopérables et ils ne nous remontaient pas d'informations permettant d'avoir une donnée remontée. Mais ils ont existé. Donc, c'est à la fois très bien, parce que ça permet de répondre localement, mais ça, c'est un problème au niveau de la coordination, dès lors qu'on a besoin d'une coordination nationale. Alors ensuite, est-ce que l'armée ou les pompiers ou d'autres opérateurs ont été imaginés pour le faire?
Je ne sais pas. Mais je ne vois pas... Enfin, l'armée, les pompiers ou d'autres opérateurs, ou la Poste, peuvent porter des choses, éventuellement une chose. Mais pour venir chercher, il y a 2 lieux de santé. Il faut pas... Actuellement, Monsieur le Président, en tant que médecin, fermez les oreilles, mais en tant que médecin, je parle, mais en tant que président, gardez-les bien ouvertes. Il y a 2 lieux identifiés par la population comme étant un lieu de santé où on peut venir sans rendez-vous pour venir s'occuper de la santé. 2 lieux. Les urgences et la pharmacie d'officine. Donc, ils vont à l'un ou à l'autre. Voilà. Et ça a été... c'est là où ils vont, quotidiennement, où ils savent qu'il y a une porte ouverte et qu'il y a quelqu'un qui va leur dire bonjour. Voilà. Donc ça, c'est pour ça que la pharmacie d'officine a été retenue dans ce cadre-là. Voilà. Il y a plein d'autres questions. Merci. Question à laquelle tu n'as pas répondu, Gilles. Donc, du coup, je les termine rapidement. Nous avons appris le changement de doctrine de 2013 dans les auditions que vous avez menées. À aucun moment, nous n'étions au courant de ce changement de doctrine et à aucun moment, les pouvoirs publics, personne ne nous a dit que nous étions chargés de nous approvisionner en masques. Personne, jamais. Nous l'avons appris dans vos auditions. Est-ce que des pharmacies ont été fermées pendant la période? Certaines, les pharmacies d'aéroport, les pharmacies d'énormes centres commerciaux qui étaient à l'intérieur des centres qui eux-mêmes étaient fermés, mais très peu de pharmacies de proximité. J'en ai recensé quand même sur le doigt d'une main quelques-unes du fait de la maladie du titulaire qui était seul dans le truc, mais donc très peu. Par rapport au fait que j'ai rappelé donc le 17 avril, je m'adresse après le 23 mars, je m'adresse aux patrons des grossistes répartiteurs et des groupements pour leur dire d'acheter. Donc tous les pharmaciens ont un grossiste répartiteur, donc tout le monde a été traité à la même enseigne, hein. Tout le monde avait une source d'approvisionnement, mais ils m'ont rappelé dans la période en me disant oui, mais les pharmaciens n'en veulent pas. Donc c'est compliqué pour nous de lancer des commandes parce que les pharmaciens ne veulent pas acheter parce que on leur dit que voilà. Donc le 17 avril, je dis aux pharmaciens mais vous n'avez pas, il faut pas pour l'instant les vendre, mais il faut les acheter parce que si jamais, comme il y a ce délai de 3 semaines entre l'achat et la vente, si jamais on vous dit un jour qu'il vous faut les donner ou les vendre, vous n'en aurez pas. Donc je leur dis, je ne vous demande pas de les vendre, mais achetez-les. Sinon, vous n'en aurez pas. Donc voilà, donc 23 mars, c'est les grossistes et le 17 avril, je m'adresse aux pharmaciens. Hein, voilà, donc c'est comme ça le jeu. Les groupements ont joué un rôle super pendant la période et ils ont joué le jeu pour tout le monde, hein, que ce soit pour les gens, pour leurs membres ou pour les autres. Et enfin, pour la dernière question que vous avez abordée sur l'anxiété des patients, oui, elle était réelle. Et ça leur faisait du bien d'avoir un contact et d'avoir à un moment, et je ne sais pas si vous vous souvenez, on a appris à la télé, ça aussi, par le ministre de l'Intérieur, que les violences faites aux femmes allaient être déclarées en pharmacie. On a répondu oui de suite, en fait, c'était naturel. Hein. Ils ne nous avaient pas prévenu avant, mais on a répondu oui de suite à cette demande-là. Et en fait, quand on réfléchissait, c'était logique, c'était le seul lieu ouvert où il était légitime d'aller. Donc nous avons répondu oui de suite. C'était un lieu d'accueil. Donc, voilà. Donc moi, je crois que là, j'ai rien oublié. Merci beaucoup pour ces propos complets, exhaustifs. Merci une nouvelle fois. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Mes chers collègues, s'agissant de la mission, c'est terminé pour avant les vacances. Et nous nous retrouvons pour une prochaine audition à partir du 15 septembre. Merci beaucoup.